Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne 0CQ dédiée Actu Cyber. J'ai commenté, critiqué et décrypté. Et aujourd'hui, je vais faire une box TryHackMe, une box que j'ai déjà faite, à savoir que c'est une box sur Windows. Alors, potentiellement, cette box est assez fragile. Donc, durant l'exercice, je vais peut-être changer plusieurs fois d'IP de cette box. Alors, l'idée n'est pas de faire une box TryHackMe pour faire une box TryHackMe. L'idée, c'est de vous montrer un peu l'envers du décor, les contours d'une mission de pentest pour un client. Moi, dans mon quotidien, je suis plutôt côté client, je suis plus plus du tout, côté, conseil, cabinet de conseil. Néanmoins, pour l'exercice, nous allons prendre un client fictif HIC pour Ars International Corporation et un cabinet de conseil fictif 0CQ Conseil. L'autre client nous a envoyé une demande de pentest pour une plateforme qu'elle souhaite, avant sa mise en production, vérifier l'état du niveau de sécurité. Nous, avec ces informations plutôt génériques, hein, le client n'entrera pas dans les détails car nous n'avons pas signé de contrat ni de NDA, etc. Donc, avec les éléments génériques que nous avons, on peut établir un devis, par exemple, pour ce type de mission, une plateforme avec une machine à tester et l'applicatif qui tourne dessus ou les services, on est autour de 5 jours hommes. Oui, 5 jours hommes, donc un auditeur pour une semaine, grand maximum 10 jours hommes, c'est-à-dire 2 auditeurs pour une semaine pour paralléliser l'exercice. Néanmoins, les clients aiment bien avoir, ce type, du moins les rapports pour ce type de pentest assez rapidement, donc on dépasse rarement la semaine. Donc c'est vraiment une semaine, d'exercice. Le client nous a fait confiance, on lui a proposé un devis. Moi, je pense pour ce type d'exercice, on est autour peut-être de 5 K hors taxe, voire 10-15 K hors taxe peut-être. 20 K, je sais pas, peut-être, il y a peut-être sur l'expérience de l'auditeur, ça peut monter un peu plus haut. Néanmoins, on n'est pas dans un exercice de type Red Team, donc on va pas aller sur du 30-40 jours hommes pour ce type d'exercice. Et donc, en termes de budget, on va pas non plus aller sur du 50, 60, 70 K, et cetera, et cetera. À cela, donc notre client a validé notre devis, pour débuter l'exercice, on doit entériner, cela, donc après signature de contrat, par une réunion de lancement. Cette réunion va cadrer un peu l'exercice. Est de faire cette réunion à minima 2 semaines avant le début de l'exercice. Pourquoi? Cela permet au client d'aller chercher des informations, les fameux prérequis, peut-être des comptes, des IP, et cetera ou des voilà, ou autres. Et nous, cette réunion 2 semaines avant nous permet de nous imprégner des détails de la plateforme, car durant cette réunion, à l'issue de cette réunion, le client nous fournit un certain nombre de documents, par exemple les DATD, donc les documents d'architecture technique détaillée, ou le document d'architecture technique détaillée, ou le DATG, c'est-à-dire le document d'architecture technique générale de la plateforme. Dans ces documents est mentionné les IP, les ports ouverts, les services qui tournent, les versions d'OS, les versions de services, les flux réseau, les comptes, et cetera, et cetera. De ce fait, ça nous permet d'aller chercher des infos lorsque la mission commence. Ouais, la réunion de lancement est 2 semaines à minima avant, le début de la mission. Il arrive dans des rares cas que la réunion de lancement se fait le jour J et là, on va quasiment être en boîte noire, hein. Pas beaucoup d'infos où on va devoir étudier les documents fournis, et beh, durant la journée, pour s'imprégner de la plateforme. Durant cette réunion de lancement, il est aussi mentionné assez souvent un document qui s'appelle une fiche d'autorisation de test d'intrusion. Donc, il n'y a pas de formalisme pour cette fiche. Elle peut être faite dans n'importe quel format, une page, 2 pages, 10 pages. Ça dépend des cabinets de conseil, ça dépend des clients. Chacun fait à sa sauce. Donc, j'ai fait une fiche qui peut représenter les grandes généralités, hein. Donc, dans cette fiche, on y met l'objet du test. Par exemple, ici, on dit pour le déroulement du test, voilà, la fiche va établir un certain nombre de conditions et ce test sera fait par la société Zero Série Conseil, si après le prestataire. Cette fiche doit être validée avant le début hop là, désolé. La fiche doit être validée avant le début des tests techniques, oui.
Cette fiche vient en complément du devis, du contrat qui a été signé avec le client et cetera. Donc cette fiche ne va pas remplacer le contrat. Toutes les informations qui vont être présentes dans cette fiche, seront à caractère confidentiel. À l'issue de cette présentation, on fait un cadre, on va dire, un peu général de l'audit. Par exemple, là, on peut dire le client peut mentionner le fait qu'il ne veut pas être mentionné, c'est justement le mot, dans les différentes plaquettes de référence pour d'autres clients. Le client aussi peut imposer, le fait que, l'opération doit être «secrète» entre guillemets et des informations ne peuvent être diffusées ni, envers les, membres de la société qui ne doivent pas en connaître, donc c'est-à-dire les membres du client, ni également envers, les, personnes de la société de conseil, donc Zéro Sécu Conseil, qui n'ont pas le droit aussi, de connaître. Ça peut poser quelques petites problématiques. Par exemple, si, sur une mission, on a des difficultés à trouver, une faille, des informations et on souhaite l'appui de collègues, c'est souvent le cas lors de missions de red team, par exemple. Il y a une équipe, de red team de 3, 4, 4 red teamers et en backlog, il y a des devs, d'autres membres de l'équipe, red team qui peuvent aider. Avec ce genre de mention, il peut être problématique de demander de l'aide, à des collègues qui ne sont pas, présents sur la mission. Néanmoins, le client peut donner cette information. Également, l'ensemble des documents devront avoir la mention confidentielle, c'est tout à fait normal. Le cas échéant, nous, en tant que cabinet de conseil, nous nous engageons à respecter les contraintes réglementaires du client. Par exemple, si c'est un client bancaire eh bien, ou assurantiel, il a peut-être des contraintes de la Banque de France ou de la CPR, par exemple. Toutes les informations échangées doivent être faites de manière chiffrée, que ce soit via les liens réseau, mais également les dispositifs de stockage. Tout doit être bien chiffré. Et dans certains cas, si le client nous fournit des supports, où toutes les preuves qu'on découvre doivent être détruites à l'issue de l'exercice et le client peut demander une attestation prouvant que tout a été détruit. On peut également avoir, quelques modalités, d'innocuité vis-à-vis des systèmes. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on doit utiliser un outil où nous ne sommes pas sûrs de la possibilité de ce dit outil, de provoquer des problématiques de disponibilité sur le système du client, soit on discute avec le client, soit on ne l'utilise pas. Le plus souvent, d'une mission de 5 jours, l'outil n'est pas utilisé. C'est tout à fait normal. Également, il est peut-être possible de recourir à des, missions ou à des techniques d'ingénierie sociale. Là également, il faut une note écrite du top management autorisant ce type de pratique sur les salariés du client. Pourquoi? Parce que les techniques d'ingénierie sociale, ça peut être vraiment, border, surtout pour salariés. Un salarié qui clique sur un lien alors qu'il de voilà et alors qu'il ne devrait pas, mais en fait le lien, c'est un lien lié à un exercice de pentest. Et ben là, le commanditaire a de quoi, répondre auprès des différentes autorités de son top management, voire des syndicats ou du CSE si personne n'est au courant. Donc là, pour ce type de test, il est vraiment recommandé d'avoir un document signé du top management disant: «Oui, vous pouvez faire du phishing» et cetera, sur les salariés de l'entreprise. Dans certains cas précis, le client peut demander de tester la robustesse, en termes de disponibilité de son système et là, on peut faire du déni de service. En règle générale, dans les pentests, des missions de pentest, le déni de service est interdit. Là, il peut être demandé, oui, de faire un déni de service. Et également, nous, en tant que prestataire, on s'engage à ne pas utiliser les vulnérabilités découvertes à des fins personnelles et cetera, ce qui est bien normal. Une fois qu'on a reçu tout ça, avec le client, on échange et là, on donne les modalités de test parce qu'on a, voilà, les modalités de test. On peut dire on va tester, avec telle méthodologie. On échange avec le client sur le périmètre. Là, là, j'ai mis l'adresse IP de la box qui va peut-être changer, hein. Peut-être changer. Donc on met le périmètre des URL, adresse IP et cetera et cetera. On décrit la nature du test. Par exemple, là, on va dire, on va faire du scan, élévation de privilège, autre voilà et cetera. Heu Également, on peut préciser des précautions particulières. Pourquoi? Là, c'est à discuter avec le client. Le système peut être sensible à, des pertes de disponibilité ou le système peut être fragile. Le client doit nous dire cela.
afin de modifier et de nous adapter en termes de tests. Bah, typiquement là, la box est tellement fragile que modalité, c'est relancer la box. Il sera également demandé d'avoir les adresses IP, des machines attaquantes. Bon, lors de la réunion de lancement qui est 2 semaines avant les tests techniques, on n'a pas les IP. Et donc l'idée, c'est de donner au moins les adresses MAC et également durant le test, et beh, chaque jour de donner l'adresse IP de ces machines, que ce soit les VM, les machines physiques, pour que les équipes de réponse aux incidents du client ou de SOC du client puissent, eh ben, ne pas courir partout en croyant être, attaqués et savoir que c'est un test qui est en cours. Dans certains cas, mais dans des cas très rares, il est possible que le client demande à tester une infrastructure qui est en SaaS ou en PaaS, ou en IaaS et cetera. Là, charge à lui de demander à son fournisseur, donc de produire pour son fournisseur un bon pour accord où celui-ci, eh bien, dit que, par exemple, la société SaaS.com, est au courant qu'il va y avoir un pentest sur ses systèmes pour le client, eh ben, HIC et il a bien pris en compte les modalités du test. Le client et le prestataire s'engagent à ne pas faire de service, c'est ce qui est tout à fait normal et le fournisseur s'engage peut s'engager à ne pas faire de poursuite envers le client notre client durant le test, ce qui est tout à fait normal, hein, il est au courant qu'il y a un test et le fournisseur également, charge à lui d'aller récupérer un certain nombre d'informations ou de prévenir les parties prenantes de sa plateforme. Alors, c'est vraiment très rare ce type de démarche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on signe un contrat, de SaaS, de IaaS avec une plateforme, le plus souvent dans le contrat, il est demandé à ce que le fournisseur nous donne les différents rapports de pentest tout au long, du contrat. C'est-à-dire si c'est tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, celui-ci doit nous fournir les rapports de pentest, à minima les summaries, pour pouvoir s'assurer que, sa plateforme respecte les exigences de sécurité. De plus, pour certaines plateformes, c'est quasiment impossible de demander, ça, à faire un pentest sur la plateforme. Typiquement, on va pas aller demander à Microsoft de pentester, sur sa plateforme Azure ou à un Amazon, AWS ou encore à un Salesforce. Et ces grosses structures-là, tout est ficelé dans le contrat et les rares cas où on a une demande de pentester nous-mêmes en tant que client, de pentester un de nos fournisseurs de SaaS, c'est vraiment si le fournisseur, c'est une petite structure et que les analyses de risque lors de la signature du contrat, n'ont pas été satisfaisants. Sinon, c'est vraiment rare. On définit également le planning et le pilotage. Donc le pilotage, c'est que le client nous donne les numéros de téléphone à contacter du commanditaire et cetera, même des IT en cas de problématique, ou bien des owners de la plateforme en cas de problématique. Et du côté, du prestataire, de la prestation, nous, on donne le numéro de téléphone également des auditeurs pour que le client puisse nous contacter. Il peut être demandé de définir l'adresse et l'emplacement, du pentest. Pourquoi? Si le pentest est à distance, par exemple, eh ben, c'est bien de savoir que le pentest va être fait à telle adresse et également, ça revient à pouvoir aussi identifier les adresses IP. On donne les différents jalons, donc la réunion de lancement, celle qui doit être faite, c'est-à-dire 2 semaines avant l'exercice, les réalisations des tests techniques, les réunions de restitution, c'est-à-dire restitution à chaud. Cette restitution est faite directement le dernier jour du pentest pour que les auditeurs donnent leur ressenti à chaud sur la plateforme et la restitution managériale qui est faite à l'issue de la réception du rapport où là, les auditeurs font une sorte de cérémonial avec les managers de la plateforme et du client pour dire voilà les vulnérabilités qui ont été découvertes. Lors de cette réunion, les auditeurs doivent faire preuve entre guillemets de high level en termes de discours, c'est-à-dire ne pas trop rentrer de la technique pour ne pas noyer, les managers qui sont peut-être pas forcément, en accointance avec les techniques de cybersécurité, donc ne pas les noyer d'informations techniques. Là, il faut être vraiment précis sur les vulnérabilités, les remédiations pour que lui, en tant que manager, il ait une idée de combien surtout que ça va lui coûter. Ça va lui coûter. Une fois qu'on a tout ça, tout le monde est content, le document est signé et là, on peut commencer au test technique. C'est ainsi que se termine cette première partie sur les contours d'une mission de pentest et on se retrouve pour la seconde partie concernant les tests techniques.
Allez, comme je dis toujours, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Tchou!